Début des audiences pour la peine de Michel Cadotte. Alexandre Bissonnette porte sa peine en appel et une alerte à la bombe au centre commercial Rockland. Mesdames et messieurs, ici Florence Nadeau. Votre bulletin d'information commence maintenant. Le procureur et les avocats de Michel Cadotte étaient au palais de justice de Montréal ce matin afin de se prononcer sur la peine que devra purger ce dernier. L'accusé a été reconnu coupable de l'homicide involontaire de sa femme, atteinte de la maladie de l'Alzheimer, il y a un mois. La défense proposait aujourd'hui une peine de 6 à 12 mois de prison, alors que le bureau du procureur recommandait plutôt une peine de 8 ans. Plusieurs membres de la famille de la victime et du coupable ont été appelés à témoigner, alors que certains des petits-enfants de M. Cadotte se sont dit choqués et confus. La sœur de la victime, Joanne Lisotte, a admis qu'elle comprenait son geste. La juge Hélène Di Salvo a avoué elle-même qu'elle considérait ce dossier difficile. Elle rendra son jugement le 28 mai prochain. Alexandre Bissonnette, le responsable de la tuerie dans la Grande Mosquée de Québec, a annoncé qu'il porterait en appel sa peine de prison à perpétuité. L'accusé avait exactement 30 jours pour déposer une demande, chose que ses avocats ont fait aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Bissonnette a reçu sa sentence il y a près d'1 mois, soit 40 ans de prison sans possibilité de libération. Il s'agit de la peine la plus lourde possible au Québec. Aujourd'hui, l'accusé et ses avocats estiment la peine imposée par le juge François Huot irraisonnable et qui brimerait la Charte des droits et libertés. La Couronne a jusqu'à lundi prochain pour déterminer si elle ira en appel. Un colis suspect a été retrouvé à l'intérieur du centre commercial Rockland cet après-midi. Et Anne-Sophie, les policiers ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Vers 13h30 aujourd'hui, la sécurité du centre d'achat Rockland a reçu un appel menaçant, un appel signalant qu'un engin explosif se retrouvait dans le centre d'achat. Et puis, au même moment, les gardes de sécurité du centre d'achat ont trouvé un colis suspect. Il s'agirait d'une valise abandonnée. Le suspect, pour sa part, a été localisé par le service de police. Il est présentement en fuite. La description des policiers, c'est un homme entre 25 et 35 ans, un homme caucasien. Il portait des lunettes fumées ainsi qu'un manteau de couleur foncée. La question qui demeure, Florence, qu'est-ce qui se retrouvait dans la valise suspecte? Eh bien, les policiers ne peuvent pas répondre à cette question pour le moment, puisque l'opération est toujours en cours. Et Anne-Sophie, la sécurité a donc contacté les policiers qui ont procédé à des mesures d'urgence pour assurer la sécurité de la population. Suite à l'appel, ils ont dû évacuer l'ensemble du centre d'achat. À ce moment, il y avait environ 100 personnes dans le centre d'achat et ils ont aussi dû ériger un périmètre de sécurité s'étalant sur une zone assez importante de ville Mont-Royal. Premièrement, une certaine section de chemin Côte-de-Liesse a été bloquée. Il est toujours bloqué à présent. C'est entre le chemin Rockland et le boulevard de l'Acadie. Pour le chemin Rockland, direction nord, les voies sont bloquées et bien évidemment, le stationnement du centre d'achat n'est pas accessible pour le moment. Il y a une forte congestion dans le secteur. Les policiers encouragent fortement les conducteurs de ne pas emprunter ces chemins, puisqu'il se situe à la proximité d'une importante intersection. Et Anne-Sophie, est-ce qu'on sait qu'on aura plus de développement sur l'enquête? Pour l'instant, Florence, on ne sait rien de plus, mais ce que je peux vous confirmer, c'est que les artificiers du service de police de Montréal sont sur place et aussi un robot artificier sera déployé afin de neutraliser le colis suspect. Le SPVM encourage fortement quiconque ayant des informations utiles à l'enquête de communiquer avec eux. Leur dossier sera traité de manière confidentielle. Des détails sur l'enquête suivront dans les prochains jours, voire peut-être les prochaines heures. Et on vous tient au courant sur les prochains détails, Florence. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Un autre revers dans l'affaire SNC-Lavalin, la Cour fédérale a rejeté aujourd'hui la demande de la compagnie à pouvoir négocier un accord de réparation afin d'éviter un procès criminel pour fraude et corruption. Il s'agit d'une deuxième tentative d'arriver à un accord hors cours pour l'entreprise, puisque la directrice des poursuites pénales, Caitlin Roussel, avait refusé de négocier avec ceux-ci en octobre dernier. La firme d'ingénierie se verra donc dans l'obligation de faire face à un procès, à moins que le nouveau procureur général, David Lametti, en juge autrement. Plusieurs se questionnent sur l'avancement du projet de construction du réseau express métropolitain, le REM. Maxime, le directeur des réactions médias pour la branche infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Jean-Vincent Lacroix, en a discuté hier lors d'une entrevue. Alors, le projet avance bien, c'est ce qu'assure Jean-Vincent Lacroix. On devrait normalement s'attendre à une intensification des travaux dès le début du printemps.
Toutefois, l'échéancier pour le moment ne change pas, c'est-à-dire on devra attendre la construction de la première antenne entre Brossard et la gare centrale de Montréal d'ici 2021. La fin des travaux se fera attendre jusqu'en 2023 avec la construction des dernières antennes, c'est-à-dire celle de l'aéroport de Montréal, celle de Sainte-Anne-de-Bellevue et finalement la ligne de Deux-Montagnes. Maxime, la ligne de Deux-Montagnes, justement, avait créé beaucoup de frustration chez les habitants. Est-ce que des mesures seront prises pour accommoder les usagers de cette ligne en construction? Alors, il y aura bel et bien des mesures d'accommodement qui seront mises en place, mais pour le moment, la construction de la ligne est un grand défi pour la CDPQ Infra. En effet, on est en train de changer une ligne de train existante par un remplacement d'une ligne de métro léger et automatisé. Toutefois, le porte-parole assure que des mesures de prévention seront prises, bien évidemment, lorsque les deux tronçons seront en construction. On parle ici de voies réservées qui seront allouées à des navettes ou à des bus. On parle également des mesures de communication qui seront renforcées et doublées. Oui, il y aura plus de fréquences, mais c'est des trains qui seront beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, beaucoup moins bruyants à chaque passage. Alors, il faut bien expliquer quelle technologie s'en vient dans les différents secteurs, quelle sera la fréquence et surtout quelles mesures on prendra. Depuis le début, on l'a dit, il y aura des mesures qui sont prises. On fait des modélisations sonores. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact majeur avec l'arrivée du REM en termes de bruit, de qualité de vie. Alors, Maxime, certains s'interrogent sur les nuisances sonores provoquées par les travaux de construction. Est-ce que le porte-parole a adressé la parole sur ce sujet? Alors Jean-Vincent Lacroix le répète, il explique qu'il est absolument normal que pour un chantier de cette taille, il y ait des nombreuses nuisances sonores. Toutefois, il rappelle l'importance de bien expliquer l'alternative qui a été proposée aux citoyens, mais également l'impact sur les citoyens de ce projet de construction. Et concrètement, on parle ici de rehaussement des écrans acoustiques autour des projets de construction, mais également d'un traitement plus efficace du nombre de plaintes de manière plus adéquate. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Florence. C'est une journée spéciale pour la moitié de la population mondiale aujourd'hui. Des gens à travers le monde célèbrent la Journée internationale de la femme. Plus d'une cinquantaine de femmes se sont d'ailleurs rassemblées à Montréal pour revendiquer des changements sur les conditions hommes-femmes, notamment au Palais de justice de Montréal, où les avocats de Gilbert Rozon, accusés d'inconduite sexuelle, étaient sur place pour une audience. La plongeuse québécoise Jennifer Abel se trouve à Pékin, en Chine, pour les séries mondiales de plongeon. Et Paloma, lors des épreuves d'aujourd'hui, Abel a su se démarquer en décrochant 2 places sur le podium. Jennifer Abel, Florence, a premièrement remporté la médaille de bronze à l'épreuve individuelle de haut tremplin de 3 mètres, qui d'ailleurs était le même classement qu'elle a eu la semaine dernière au Japon. Ce sont les Chinoises Han Wang et Tian Shi qui ont eu la première et deuxième place, respectivement. Et Florence, Pamela Ware, la plongeuse québécoise, était aussi présente lors de cette compétition. Elle a eu la 4e place une 2e semaine de suite. Et toujours la même journée, Florence, Abel a remporté l'argent au 30 mètres synchronisé mixte aux côtés de François Imbeau-du-Lac. Le duo canadien a été devancé par les plongeurs chinois et ce sont les Britanniques Grace Reed et Thomas Daly qui ont complété le podium. Et du côté du tennis, Paloma, la Belge Kristen Falken l'a remporté sur la Québécoise Eugénie Bouchard hier soir au tournoi de tennis d'Indian Wells. Eugénie Bouchard a dû s'incliner au premier tour du tournoi après 3 manches de jeu. Mais il faut tout de même noter, Florence, que l'athlète québécoise a eu quelques visites des soignants durant l'affrontement. Elle a dû demander un temps d'arrêt médical puisqu'elle avait de la difficulté à respirer. Le Québécois Félix Auger-Aliassime est aussi présent à ce tournoi. Il disputera son prochain match samedi contre le Grec Stefanos Tsitsipas. Et Paloma, le Canadien disputera son 2e match en 2 soirs aujourd'hui. Le tricolore affrontera les Ducks d'Anaheim ce soir, un jour après avoir perdu 5 à 2 contre les Sharks de San José. Ce soir, la rencontre face aux Ducks conclura le voyage du tricolore en Californie. Et il faut aussi noter, Florence, que l'Impact de Montréal disputera un 2e match d'une série de 6 à l'extérieur samedi contre le Dynamo de Houston. Merci beaucoup, Paloma. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas d'aller répondre à la question de la semaine sur notre site Internet. Croyez-vous que la peine infligée à Alexandre Bissonnette brime la Charte des droits et libertés, comme le rapportent ses avocats? Mesdames et messieurs, merci beaucoup et à demain.